devenir acteur de notre destin et d'éviter d'être les prisonniers de ce système de contraintes qui vont chercher par tout moyen à répercuter. L'idée que l'on a pour 2027 n'est qu'une des petites voies qu'il y a à tracer. Je vous supplie, à vous tous, qui pensez d'une façon ou d'une autre vous engager dans la lutte fondamentale de ces années qui viennent, de ne pas être exclusif, de ne pas prendre un seul de ces chemins, de ne pas considérer que l'un exclut l'autre. Prenez autant de chemins que possible, mettez autant d'énergie que possible pour éviter cette rupture, parce que rupture il y aura. Parce que la France, qui a reposé sur une puissance millénaire, est aujourd'hui menacée d'asservissement. Parce que les peuples du monde ne nous pardonneront pas notre lâcheté et notre manque de dignité. Et parce qu'ils n'hésiteront pas, s'il le faut, à nous mettre les fers et à nous écraser. Il y a une hystérisation récente de la média autour de Donald Trump. Imaginez ce qu'il se passerait si la Chine, demain, en venait à prendre le contrôle de nos instruments de notre souveraineté, comme ça a été le cas déjà en Grèce et au Portugal, où je vous rappelle que, sur instruction de l'Union européenne, ont été privatisés, notamment les réseaux de production et de distribution d'électricité, privatisés au profit de qui? Notamment de capitaux chinois. Nous sommes à un moment donné où, alors que les grands enjeux, les enjeux fondamentaux, économiques, géopolitiques, diplomatiques, militaires, reviennent sur le devant de la scène, où nous aurons à déterminer dans quelle place nous nous situons. Quelle sera notre place dans l'histoire qui est en train de se construire. Ce qui se joue n'est pas seulement une élection. Ce qui se joue ne sont pas seulement des choix idéologiques pour les 5 prochaines années. Ce qui se joue est notre capacité à vivre et non plus survivre, non seulement dans notre pays, mais en tant que peuple à l'échelle du monde. Et donc, il faut mesurer cette responsabilité historique et se mettre à la hauteur de celle-ci en se mobilisant, en dévouant autant de temps que possible pour se former, se préparer et agir. Voilà, je vous remercie et on va maintenant échanger. Pour donner un maximum de chance à un maximum de monde de pouvoir intervenir, je vais vous demander d'être court et de poser des questions en moins d'1 minute. Voilà, s'il vous plaît. Et oui, il y a une chose que j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, c'est que vous avez la librairie qui se trouve derrière vous. Voilà, donc avec une sélection d'ouvrages qui se tient à votre disposition, et donc, évidemment, le pot de l'amitié qui se tiendra donc dans 3 quarts d'heure. Voilà, je vous remercie. Les premières questions, c'est pour qui? Ah oui, puis vous pouvez aussi poser des questions à Maxime et Damien. Un appui long, ça doit être mieux, je pense. En préambule, déjà, merci à tout le monde. J'ai envie de remercier Juan pour l'ensemble de l'œuvre, mais en fait, que ce soit Maxime ou toutes les personnes, et même les gens qui sont ici, comme ça a été de nombreuses fois dit, en fait, c'est ça cette émergence qui fait plaisir et que je voulais souligner. De mon côté, c'est vraiment super récent que j'ai intégré le Discord, donc il y a quand même un truc qui me vient. Autant pour moi si je suis un peu à la bourre parce que j'ai sûrement loupé des choses. J'ai entendu quelques résumés programmatiques, notamment sur le RIC, que je trouve hyper intéressant déjà un peu en tête de liste, qui va peut-être être un rappel important pour beaucoup de gens qui ne sont pas au fait de tout ce qui se fait autour du Discord et de la personnalité de Juan Branco, etc. Mais je suis tombé du coup sur une conférence, parmi les multiples conférences que j'ai entendues du personnel, donc je me permets de vous poser la question directement. Ça a été dit de votre part, le 20 mars 2025 dans Politique et Sacrifice, j'ai pris mes notes et tout, j'ai été studieux pour une fois. Je suis un objet et un instrument entre vos mains. Et ce que je vous incite à faire, c'est de pousser cet objet et cet instrument au plus loin. De m'utiliser pour leur faire le plus mal possible. Et on verra où ça nous mène. Sacrifiez-moi et vous verrez ce que ça donne.
Alors ma question est la suivante. Peut-être encore une fois que j'ai loupé un épisode, mais jusque-là, ouais, j'y arrive. Jusque-là, j'ai pas eu en fait l'impression de voir en fait le personnage, même si on cherche pas, et personnellement je cherche pas de gourou, de vous voir vous présenter, pour qu'il y ait une sorte d'émulation encore plus importante. Est-ce que, en dernière analyse et à la fin, c'est quelque chose qui trotte en tête ou c'est un peu une crainte de se voir émerger comme une sorte de gourou et quelque chose que vous avez vraiment pas envie d'incarner, ce que je pourrais totalement comprendre. Désolé pour la longueur. Merci beaucoup. En quelques mots, le Discord, c'est la plateforme qu'on utilise pour s'organiser. Vous pouvez la trouver sur aurore.org, aurore au pluriel, qui contraste avec crépuscule. Et on a 15 000 donc inscrits sur cette plateforme. On essaie de s'organiser de façon locale. C'est comme ça qu'on a pu organiser cette conférence avec la ruche du département et celle du département adjacent. La candidature à la présidentielle est une option, en effet, une option sérieuse qu'il faut envisager parce que c'est d'ailleurs en jouant avec cette option qu'on a réussi à créer cette plateforme et à réunir tous ces gens autour de nous. Parce que quand vous proposez de fabriquer une guillotine, en fait, vous proposez des solutions individuelles, c'est-à-dire des ateliers de bricolage le dimanche dans votre jardin qui envoient un petit signal. Et si on commence à en voir naître un peu partout sur le territoire, en face, ils vont se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de commencer à naître, qui est un peu inquiétant et qu'il faudra peut-être réajuster leur comportement. Mais en réalité, à travers des propositions comme celle-ci, un peu créatives et diverses, je vous donne la plus provocante, j'ai remarqué qu'on se diffractait. C'est-à-dire qu'on restait sur une responsabilité individuelle qui, en réalité, créait un risque d'isolement accru et de sentiment de solitude politique qui était particulièrement dangereux parce que la solitude est justement un des grands enjeux de notre temps. Cette société catastrophique, parce que là, moi, je vous ai beaucoup parlé d'institutions, de règles, de décisions, ainsi de suite. En réalité, il y a un problème, c'est un peu pédant comme terme, mais ontologique, c'est-à-dire existentiel dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une souffrance morale, humaine, qui est générée par ce système de production, par ce système économique, qui détermine les façons de nous lier, qui ne passe plus par des traditions, par des rituels. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la politique, parce que c'est un des derniers facteurs de génération de rituels. Et ceux-là même, on voit qu'ils sont en train de s'épuiser. Les campagnes intéressent de moins en moins, les élections intéressent de moins en moins, les cérémonies n'ont plus beaucoup de valeur. Le valet de Françoise Bettencourt de Liliane Bettencourt, reçoit la Légion d'honneur. Bon, du coup, la Légion d'honneur nous intéresse un peu moins aussi. Enfin, vous voyez, on a désacralisé d'une telle façon qu'on se retrouve en fait réduit à notre qualité quasiment animale. Et ça génère de la violence. Et ça génère de la saturation, de la dépression, et ainsi de suite. Et donc, il y a vraiment en fait cette idée de refaire corps social, c'est fondamental. Et or, on ne peut pas aujourd'hui, à J+1, et nous, avec notre qualité, par exemple, interdire les zones d'activité commerciale et faire revenir dans des endroits où les gens se croisent les populations, les sortir de cet éclatement. On n'a pas le pouvoir de le faire. Et donc, on est obligé de réfléchir et de s'organiser à une échelle citoyenne. Et cette échelle citoyenne, c'est constituée autour de cette hypothèse, de cette candidature, en fait. Par quoi ? Parce qu'elle se rattache à un rituel. Elle se rattache à un rituel qui est une élection. Et donc il ne faut pas du tout le voir comme un objectif en soi. Ce qu'on essaie, c'est de dessiner un chemin collectif. C'est ça qui est primordial pour nous. On a cet objectif plus ou moins artificiel qui est un moyen pour nous de mener cette aventure collective. Voilà, c'est un point d'appui. C'est un point d'appui. Et évidemment, on sait très bien que la fonction présidentielle, elle a une utilité extraordinaire. Elle permet de passer au Fenwick toutes les institutions, pour ceux qui ont la référence. Il y a la possibilité, à travers l'article 11 de la Constitution, qui permet au président de la République de convoquer des référendums, en toute matière, contrairement à ce que l'on pense, et contrairement y compris à ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution, théoriquement, les référendums sont limités sur un certain nombre de sujets, au titre de l'article 11. Sauf qu'en réalité, le Conseil constitutionnel, je suis désolé, c'est un peu technique, mais vous allez comprendre très vite pourquoi je vous en parle, a décidé qu'il était incompétent pour contrôler les référendums, quel que soit leur sujet. Donc en réalité, le Conseil constitutionnel a dit que n'importe quel référendum pouvait être tenu sur n'importe quel sujet. Et donc ça vous permet de faire adopter toutes ces décisions, ces grandes décisions, comme le RIC, les mandats impératifs et revocatoires, et ainsi de suite, sans avoir en passé par la constitution d'un parti qui soit présenté aux législatives, qui soit présenté au cantonal, au régional et compagnie, et qui nécessairement va se corrompre dans ce processus. Parce que nécessairement, il va attirer des parasites, des personnes qui vont être là, non pour participer à un véritable changement, mais parce que c'est très bien payé, parce que ça génère une forme de reconnaissance sociale, et ainsi de suite. Et toutes les dérives politiques que l'on connaît à travers ces processus, eh bien, on essaie de les court-circuiter en allant directement à cet objectif. Si on arrive à faire sauter ce pouvoir avant, très heureux.
Je vous promets que je serai candidat pour être procureur de la nation, parce que j'ai quelques idées avec les îles Kerguelen de mise en œuvre d'une politique pénale qui devrait vous intéresser. Mais en réalité, vous voyez bien que l'objectif, c'est que un des éléments fondamentaux de ce mouvement, c'est à chaque fois qu'on accueille un membre, c'est de dire qui est-ce que vous auriez rêvé d'être? Quelle fonction vous auriez rêvé d'occuper au sein de cette société? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il aurait fallu ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ce soit possible? Deuxième question. Et troisième question, quelles conséquences ça aurait sur la société pour pouvoir ajuster, vous voyez? Et je vous promets que les réponses ne vont pas être, comme le pense Emmanuel Macron, de devenir milliardaire. Et elles vont être d'être utiles. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche quand on est un être humain sain, c'est pas d'accumuler les profits, c'est d'avoir une fonction au sein d'une société, de pouvoir être en lien avec d'autres en ayant un statut qui nous préserve et qui nous protège. Voilà, c'est un peu la démarche. Et moi, mon statut, ma recherche, aujourd'hui, c'est de vous être utile. C'est ces phrases que vous avez dites, que j'avais prononcées un peu comme ça en passant, sans forcément mesurer le potentiel tragique, mais avec cette idée de se dire que mon destin ne compte pas par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. Et mon destin ne compte pas, et je le considère, parce que j'ai été tellement de fois, non pas à l'article de la mort, mais en des situations où, en fait, que ce soit ma mort sociale à travers ces accusations, que ce soit la perpétuité en prison au Sénégal, quand j'ai été arrêté, quand je défendais Ousmane Sonko, que ce soit la destruction par la CIA quand je défendais Julian Assange et qu'on a été ciblé par le directeur de la CIA publiquement comme étant l'équivalent d'Al-Qaïda, en prenant une poutre au Yémen, enfin je pourrais vous le répéter. J'ai connu ça et en fait ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de contribuer à cette réémergence collective qui fasse contre-point à ce qu'on a vécu ces 10 dernières années, qui a été d'une laideur infinie et qui a généré une telle souffrance au sein de la société qu'elle finit par nous dégoûter et quelque part nous rendre passifs. Donc si on peut incarner... C'est pour ça que quand, par exemple, l'accusation de viol est intervenue, la première chose que j'ai faite dans l'heure, c'est de demander pardon. Parce que je savais que ça deviendrait difficile. Parce que je savais qu'à travers cette manipulation, on nous mettrait dans une situation qui ferait que notre capacité à se coaguler, à faire corps autour de ces idées, serait interférée justement par cet élément de langage qui systématiquement serait rappelé et qui générerait de façon naturelle une distanciation. Parce que si vous êtes sain d'esprit, vous n'allez pas vous associer à quelqu'un qui potentiellement a commis le pire crime qu'un être humain ait pu commettre, naturellement. Et donc les personnes les plus saines risquaient de se retrouver éloignées. La réalité, c'est qu'on recommence à constituer société, qu'on a compris comment se jouer un certain nombre de choses, qu'on a fait suffisamment de transparence par ailleurs sur le fond des questions et qu'on est en train de réussir non seulement à contourner l'écueil, mais à en faire une force. À leur dire ce que vous avez fait est innommable. Ce que vous avez fait signe votre laideur. Ce que vous avez fait est la pire des choses que l'on puisse faire à un être humain, et on ne vous le pardonnera pas. Bon, c'est difficile, hein, les questions courtes. On va quand même essayer. Alors, les ruches, les personnes qui sont dans les ruches, qui sont déjà venues, levez la main. Qui a une question parmi les personnes qui sont déjà venues dans les ruches? Monsieur? Merci monsieur, merci beaucoup d'être venu nous voir. J'avais une question très simple, vous parliez tout à l'heure de fracture. Il y a une fracture que je constate depuis, qui monte progressivement, c'est tous les organismes de contrôle qui ont été mis en place, qui en fin de compte payent une masse de gens pour contrôler les autres. Alors, bon, les plus connus, il y a le fisc, hein, bien entendu. Il y a la société privée URSSAF, et puis il y a tout ce qui contrôle, ceux qui contrôlent les marchés, la SACEM, etc., qui mettent des amendes à tout va, de façon à épuiser à épuiser financièrement ceux qui sont en face. Et donc tous ces gens qui sont payés pour contrôler sont intoxiqués par les médias. Qu'est-ce que vous voyez comme action à faire par rapport à ça? Merci. Merci. Je ne vous ai pas parlé de l'oligarchie, mais ça va être notre priorité, parce que pourquoi? Si vous voulez tenir des référendums, ces référendums sont complètement inutiles si les médias sont toujours contrôlés par des puissances privées et par l'argent. Notre débat va être orienté par des personnes qui ont des intérêts au sein de ce débat pour nous amener dans telle ou telle direction. Donc avant même d'organiser le premier référendum, il aura fallu leur arracher cette supposée propriété, évidemment sans indemnité, avec les moyens qui sont à disposition d'un État comme la France pour leur garantir que s'ils venaient à contester cette décision, leur vie ne serait pas des plus agréables dans les années qui suivraient. Et donc, une fois qu'on clarifie cela, une fois qu'on rend les médias à des citoyens,
qu'on leur donne la possibilité de contrôler ceci, que ce soit par exemple en décidant, comme c'est en Allemagne, comme c'est le cas en Allemagne pour les religions, d'affecter une partie de leur impôt à tel ou tel média, selon leurs préférences idéologiques, culturelles, intellectuelles, ou à l'inverse, tout simplement créer des scopes, c'est-à-dire des sociétés citoyennes qui fassent qu'ils appartiennent directement aux citoyens qui souhaitent s'impliquer. Ça, c'est des questions dont on est justement en train de débattre, qui sont des mesures techniques quelque part, mais qui sont aussi importantes. On le fera. Et premier point, on libère cet espace-là. Tout d'un coup, vous allez voir comment les vrais sujets vont ressurgir, comme c'était le cas au moment des Gilets jaunes, où tout d'un coup, tous les faux clivages dont on ne cesse de nous parler pendant des années sont effondrés. On s'est retrouvé avec des royalistes, des anarchistes qui luttaient ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un objectif commun et qu'ils se retrouvaient justement dans cette idée de faire peuple au sein d'un pays, d'un territoire, au sein d'une nation qu'était la France. Cette simplicité, en fait, elle permettra de dégager les obstacles auxquels autrement ils chercheront à nous confronter. Ensuite, vous allez voir comment très naturellement ce pays va se débureaucratiser lui-même. Comment très naturellement on va commencer à simplifier les choses, les rendre plus naturelles, à s'assurer qu'il n'y ait pas 40 étapes lorsqu'il faut aller créer une entreprise, lorsqu'il faut essayer de reprendre une exploitation agricole. Enfin, vous voyez, très rapidement, en fait, les choses vont se décanter et on sera là pour accompagner, pour faire des propositions sur chacun des sujets, mais déjà en ayant rendu la parole au peuple français, en lui donnant la possibilité de trancher à partir des différentes options qui leur seront offertes. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a des élections où c'est à peine si les candidats font l'effort de nous proposer un programme, a fortiori d'en parler. C'est-à-dire qu'on en est là de ce niveau de déconnexion et de dépossession de nos moyens politiques. Voilà en quelques mots la réponse que je pouvais vous apporter. À vous, mesdames. Qui a une question pour, allez au hasard, Maxime? Oh. Bon, alors Damien? Qui pour Damien? Messieurs? Quand est-ce qu'il recommence? Moi, je voulais, Madame. je voulais vraiment le remercier. Déjà je suis un peu émue parce que voilà, je voudrais vous remercier, Juan, Maxime et Damien. Je trouve exemplaire tout ce que vous faites et ça me redonne envie de m'investir dans la politique au sens noble du terme. Moi qui m'en suis éloignée véritablement. J'ai pas de mots en fait. Déjà vous dire merci sincèrement du fond du cœur. Et Damien, j'aimerais savoir, je n'ai pas tout suivi, mais merci pour ce geste. Est-ce qu'il était spontané ou pas? Ça, c'est une question compliquée. La justice, dans son petit spectre étriqué, a considéré que du coup, ce n'était pas prémédité. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais prêt à faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Ce jour-là, le président s'est littéralement jeté sur moi. Il a ouvert la porte de la voiture et m'a couru dessus. Le sujet de la gifle avait été évoqué quelques minutes avant et tout simplement, l'occasion était là. À la base, je voulais plutôt l'interpeller sur cette terme de la conférence, sur notre souveraineté énergétique avec la langue d'Alstom et ce genre de choses. Donc ça remonte même à loin, ça remonte à l'époque où il était encore ministre de l'économie. Mais il n'a pas laissé le temps, en fait, il m'a directement attrapé le bras. Et je pense qu'en période de passe sanitaire et de gestes barrières, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pertinent. Voilà, pour répondre à la question. Je suis vieille et j'ai observé beaucoup, depuis longtemps. Je pense qu'on ne pense Plus près pour vous entendre. Plus près. Je pense qu'on ne pense pas assez au pilier de la société qui est la famille. Je remarque qu'elle a perdu ses valeurs morales, civiques, familiales, et que là, il faudrait l'aider. L'instruction vient après, c'est dans la famille. Moi, je pense qu'il y a un enjeu fondamental sur lequel la gauche devrait s'interroger. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels la gauche devrait s'interroger. Je pense qu'il est temps parce que
dans une situation comme celle-ci, où elle devrait être complètement dominante idéologiquement, elle se retrouve complètement cornérisée. Donc il faut quand même qu'elle se pose des questions. L'une d'entre elles, ça a été cette tendance depuis un siècle à penser que l'État pourrait remplacer la société. Et parmi les différentes branches de cette société, la famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a cru qu'on pourrait laisser se déstructurer toute une série de piliers qu'on considérait comme traditionnels et donc conservateurs et réactionnaires par essence, et que de toute façon, les conséquences de cette libéralisation massive seraient absorbées par l'État. Et que l'État, du coup, viendrait compenser et, quelque part, s'assurer de ce que les choses continuent leur envol. C'est une partie de la gauche qui a pensé comme ça, mais c'est la partie de la gauche qui, à travers un certain nombre de figures, à un moment donné, a poussé les feux très loin, dans les années 70, 80, 90, sans nécessairement mesurer les conséquences de moyen et de long terme que cet accès à la jouissance et au plaisir immédiat pourrait produire. On en est revenu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, sur un exemple très simple, la question du divorce. Je pense que l'urgence de rendre à la femme son autonomie et sa pleine indépendance, qui était une urgence légitime et nécessaire, nous a fait nous aveugler quant à la violence que génèrent ces processus de séparation et de diffraction de la famille. Quant au fait que c'est tout sauf des choses anodines, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Et que la non-naturalité de ce processus, qui n'a jamais été interrogé parce qu'on avait une vision abstraite de liberté, de primauté du droit de l'individu, et ainsi de suite, a eu des conséquences et continue d'avoir des conséquences qui ne sont jamais dites dans l'espace public. Parce qu'on en a honte, parce que c'est tellement normal, c'est tellement habituel de divorcer, qu'un enfant ou même un parent ne se sent pas autorisé à dire sa souffrance et à dire sa difficulté à s'en remettre et à se reconstruire derrière cela. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, tous ces droits, toutes ces libertés que l'on a acquis ces dernières décennies, y compris pour ceux qui les ont acquis, y compris à commencer pour les femmes, qui sont retrouvées dans une situation, comme on le sait aujourd'hui, où elles sont des agents économiques comme les autres, toutes en ayant des caractéristiques qui ne seront jamais les mêmes que les autres. Elles auront toujours, si elles le souhaitent, à enfanter et à porter à la fois le poids et le bonheur de cette différence tout au long de leur vie. Et on ne peut pas considérer que cet idéal abstrait qui est fondamental de garder, qui est celui de l'égalité abstraite, n'a pas des conséquences concrètes dont il faut se saisir et auxquelles il faut être attentif. Et donc ces clivages entre gauche et droite, encore une fois, à mon sens, soit artificiels, soit fruits d'aveuglement mutuel sur les conséquences que ce que des acquis sociaux peuvent produire, y compris socialement, y compris intimement, chez ceux qui étaient censés permettre d'arriver à une émancipation complète et ainsi de suite, ont été largement sous-estimés et participent aujourd'hui à ces diffractions majeures. Là, c'est sur l'aspect vraiment des valeurs fondamentales, et il faudrait ouvrir sur chacun de ces sujets une véritable et longue discussion qui donnerait lieu à une conférence entière. Et du côté des conséquences, cette sorte de croyance dans la toute-puissance de l'État, qui est devenu le remplaçant de la figure du père, comme ça, comme capable de justice, et ainsi de suite, ce désir de justice que tant projettent dans les institutions judiciaires, en pensant que, parce qu'ils ont une robe, parce qu'il y a des escaliers, parce qu'il y a des dorures et des stucs, ces institutions-là vont être capables de nous rendre justice et vont être capables de dire la vérité. C'est une folie quand on y pense, de croire déjà que l'être humain est capable de vérité dans l'absolu, surtout qu'un pur étranger, à travers cette formalisation étrange qui est le droit et la catégorie judiciaire, et a fortiori à travers le passage d'un concours sur sa technicité, va être capable de nous donner la juste qualification du réel, pas de sa fiction. Cela, c'est aussi un travail de déconstruction que l'on doit mener, et aussi de réflexion sur à quel point il a été, par certains aspects, nocif. Parce que si on parle par exemple de l'aide sociale à l'enfance, du fait que c'est devenu aujourd'hui le principal vecteur de proxénétisme du pays des mineurs, du fait que décennie après décennie, ce scandale à fleur de peau, touchable, qui fait que,
Comme je le disais hier à Saint-Étienne, si vous êtes un prédateur, si vous appartenez à la laideur humaine, le premier lieu où il va falloir aller pour aller trouver un instrument pour servir vos ambitions, ça va être le lieu qui est censé protéger cette vulnérabilité. Et qui va vous suffire d'attendre à sa porte pour aller y récupérer la femme, la jeune fille, le jeune homme qui a connu lui-même des violences et qui donc sera susceptible de tomber dans ce cercle-là. Ça, c'est des questions qui ne sont jamais dites, qui ne sont jamais posées dans l'espace public. L'espace public qui préfère nous parler de l'écume et de la surface des choses plutôt que d'aller chercher la dureté et la violence réelle que génère cette société. Ça, c'est le fruit de cet aveuglement. C'est le fruit aussi de ces déstructurations successives. C'est le fruit de notre incapacité à comprendre que le placement d'enfants, c'est quelque chose d'une violence infinie. Et que la mettre entre les mains de personnes qui, encore une fois, n'ont ni titre ni qualité en réalité pour les prononcer, eh bien, peut ouvrir à des violences encore accrues. Et donc, ces questions, il faut qu'on s'en saisisse. Il faut qu'on s'en saisisse chacun et qu'on commence à réfléchir, alors, modestement, techniquement, vous voyez, on commence par se dire, ben voilà, la première question, c'est de créer des commissions citoyennes. De ne pas laisser des gens dans un bureau fermé auquel personne ne peut assister, décider du destin d'un être humain. Parce que c'est sa vie entière qui va se décider à ce moment-là. De façon irrémédiable, irréparable, impossible à rattraper. Des regards extérieurs qui viennent se poser sur les autorités et qui disent « on vous contrôle, faites attention. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire n'est pas d'une immense gravité. » Et voilà, déployer peu à peu, à travers l'expérience, à travers le réel, à travers le terrain, quelque chose qui finisse par, enfin, sans pouvoir les résoudre de façon définitive, mais commencer à s'intéresser, à traiter ces questions fondamentales. S'il vous plaît, par rapport à l'ASE, je voudrais revenir là-dessus. Le problème date pas de l'ASE. Le problème date quand même de l'hôpital général, c'était déjà présent et on n'a jamais rien